Salut, très content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, chers youtubeuses, youtubeurs. Voilà, alors j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette petite vidéo. Je devais la poster hier. Bon, j'ai eu quelques problèmes avec la vidéo, donc là je l'ai refaite pour vous l'offrir plus propre, plus nettoyée, plus concise. Voilà. Alors si vous aimez la vidéo, je vous le rappelle, n'hésitez pas de vous abonner. C'est la petite cloche qui est en bas à droite. Hein. Vous vous abonnez, vous cliquez, puis vous recevez les vidéos en temps et en heure. Pour les commentaires, eh bien les commentaires, vous les faites quand vous voulez. Faites-en un maximum. Partagez aussi la vidéo avec vos amis. Et puis, n'hésitez pas à faire des pouces aussi, parce que toutes ces petites choses mises bout à bout, eh bien ça fait que la vidéo sera plus visible et nous aurons, j'espère, avoir plus de monde pour pouvoir discuter ensemble et faire de l'interactivité, chers amis. Alors, il y a des choses qui m'ont bien fait sourire. Vous savez que la télévision, c'est ma meilleure ennemie, hein, c'est ma meilleure ennemie, et que les choses que je sais sur cette vendeuse de mythomanie et de mythomane, la télévision, eh bien, je la regarde des fois sur les raccourcis internet. Et alors j'ai vu récemment le nouveau ministre de l'Intérieur, un homme d'intérieur. On parle souvent des femmes d'intérieur, là c'est un homme d'intérieur, encore un, qui était du côté de Meaux, hein, en région parisienne, et il était accompagné d'un revenant. D'un revenant, c'est Jean-François Copé, qu'on a connu surtout sur l'affaire Big Malion, où il avait participé à une espèce d'association, entre parenthèses, de malfaiteurs avec Sarkozy, où Sarkozy, pour sa campagne présidentielle, avait magouillé, avait falsifié les comptes de campagne, ils avaient gonflé de 25 millions d'euros, voilà, pour un homme qui parle de Karcher. Voilà, le Karcher, il ferait bien effectivement, de la justice va lui passer le Karcher à cet homme qui a laissé dans son sillon quand même des larmes et du sang, pour paraphraser Fabrice Arfi. Donc, dans cette affaire, Jean-François Copé avait été plus malin que Sarkozy. Il a été relaxé et blanchi. Sarkozy, patatrac, a tout pris sur la tête. Alors, l'homme de l'identité nationale. Alors, je ne pense pas que dans l'identité nationale, il est question d'escroquerie, de voyous ou des choses encore plus graves. Bref, donc Jean-François Copé était donc derrière Bruno Retailleau. Alors, Bruno Retailleau faisait un commentaire sur quelque chose, sur rien. C'est pour ça qu'il le disait, donc les commentaires sur rien à des médias qui ne servent à rien, et c'est pour ça qu'ils étaient là, du reste. Et on sortait derrière, on sentait que Copé essayait un retour. Il dit c'est l'occasion ou jamais de réexister, de revenir aux affaires. Alors vous donnez le sens que vous voulez aux affaires, hein, aux affaires ou au business, c'est comme vous voulez. Et on sentait qu'il voulait faire se glisser dans la parole du ministre de l'Intérieur, mais bon, il pouvait pas trop. Alors on le voyait prendre des attitudes, vous savez, de petits sourires, de petits clins d'œil, etc. Il prenait des pauses, etc. avec ce sourire un peu de renard et de loup qu'il a. On sentait un peu comme une envie de séduire, un peu comme ces femmes qui travaillent sur le bord des parkings. Vous voyez ce que je veux dire? Ces femmes qui travaillent parfois sur certains bois. Voilà, on sentait effectivement cette envie de séduire et de circonvenir. Il essayait de revenir. Alors, Jean-François Copé, je vous rappelle qu'en 2016, il avait fait cette sortie malheureuse sur les petits musulmans qui, paraît-il, volent le petit pain des petits Français parce qu'ils ont faim pendant le ramadan. Eh oui, alors il voulait faire un petit peu du Jean-Marie Le Pen, de la Marine Le Pen, en faisant un peu dans l'islamophobie, lui qui a parlé du droit au racisme décomplexé. Bah lui, il a été inventé cette histoire, puisqu'il n'y avait pas le ramadan, c'était au mois de juillet, donc il n'y avait pas de ramadan. Il y a eu un peu l'air con dans cette affaire, il a essayé de se justifier, et d'ailleurs Abdellah Zekri, qui fut le président de lutte contre l'islamophobie, l'a pas beaucoup apprécié, et il a presque traîné en justice, mais bon, Jean-François Copé, toujours un peu malin, renard et loup, s'est excusé, plus ou moins, en disant c'est pas la peine de porter ça en justice. Voilà, ça c'est pour Copé, mais des Copé, il y en a plein derrière aujourd'hui. Il y en a des brochettes complètes. On pourra en faire un couscous de ces polémiques et de ces gens qui tentent de revenir via le soupçon de haine, d'islamophobie, etc. On commence à les connaître, il y en a tellement. Voilà. Alors, ceci dit, chers amis, j'aimerais aussi vous parler tout à l'heure de deux écrivaillons, de deux trissotins, de deux sous-fifres ou de deux larbins que sont Brahim Sansal et Kamel Daoud. Je ne peux pas en parler sans rire parce que pour moi, ce sont vraiment deux tristes clowns, ce sont deux tristes rires. Vraiment, ce sont des pieds nickelés tous les deux qui se sont pris et qui continuent à être pris au sérieux. Alors certains ont remporté pour l'un d'eux un prix Goncourt. Bon, il a un prix, hein, c'est pour ça qu'il a été acheté depuis très très longtemps. Ça me rappelle ce que disait Coluche au sujet des hommes politiques, mais on peut aussi l'attribuer aux écrivaillons comme eux, aux sous-fifres, de dire que la moitié des hommes politiques sont à vendre et les autres sont des bons à rien. On peut dire la même chose de ces deux
de ces deux clowns du service commandé, parce qu'ils sont tous les deux au service de leur maître. Hein. On leur jette un sucre à ces deux prétendus écrivains qui sont profondément islamophobes, et ils le revendiquent. Ils le revendiquent, un peu comme des Houellebecq, comme des Marion Maréchal ou des Zemmour, voire pire, parce que ces gens-là sont quand même assez... Alors ils se sont dit, on a tous les droits, le problème c'est que le droit dans certains pays a des limites, et que ces deux larbins et domestiques de service, eh bien, un jour ou l'autre seront rattrapés aussi par la justice de pays qui ne supportent pas de se faire insulter au quotidien et de se voir critiquer en ce qui concerne leurs affaires intérieures. Bref, tout ça est une tempête dans un bénitier, parce que ces écrivains ne veulent pas grand-chose, j'y reviendrai. Alors en matière de littérature, tenez, par exemple, il y a un livre qui a été écrit par Anthony Summers. Anthony Summers a écrit un livre qui s'appelait Le plus grand salaud d'Amérique. Alors, est-ce qu'il y a des plus grands salauds de France ou d'Europe? Oui, on a des noms, évidemment, je ne vais pas les citer, il y en a beaucoup trop. Alors, Anthony Summers avait écrit au sujet d'Edgar Hoover. Edgar Hoover, c'était le chef du FBI, qui était une véritable fripouille, une crapule, qui était homosexuel, et qui, pour cacher son homosexualité, faisait une chasse terrible à tous les homosexuels, emprisonnement, attaque en justice, enfin il les aura démoli leur carrière et leur vie privée pour mieux cacher son homosexualité. Alors c'était un mec, c'est le directeur du FBI, et un type qui a fait chanter tout le monde. Hein. Il a même fait chanter et menacer la femme du président Roosevelt, Eleanor Roosevelt, en la soupçonnant d'être aussi une homosexuelle et de prétendre aussi à défendre les droits des Noirs aux États-Unis. En fait, il lui a fait poser des micros, etc. Enfin, une fripouille. Et cet homme dénoncer comme ça les communistes, etc. Il faisait une chasse terrible aux communistes en prétendant qu'il y avait un complot communiste russe autour de l'Amérique. Et il protégeait toutes les crapules, vraiment la mafia du lourd, hein, il les protégeait totalement. Celui dont Anthony Summers a appelé le plus grand salaud d'Amérique. Ce mec-là protégeait la mafia parce qu'en fait la mafia savait des secrets sur lui. Elle avait des photos de ce Gugus-là en train de danser quasiment nu sur une table. Oui, Edgar Hoover, le gros Edgar Hoover, méchant avec ses grosses bajoues, etc. Il était quasiment comme une tapineuse sur une table, et la mafia, notamment Luchini et Lansky, les deux gros pontes de la mafia, avaient des photos de lui. Et Luchini d'ailleurs disait avec un peu d'humour, Edgar Hoover, je l'ai dans ma poche, au sens, j'ai des photos. Alors, je dis ça parce que il m'a semblé, en lisant ça et là, que certains hommes politiques, par exemple les pays des droits de l'homme qui soutiennent des criminels de guerre, et qui presque, on pourrait même pousser jusqu'à dire que ces mêmes pays des droits de l'homme seraient capables d'accueillir des criminels de guerre, des gens condamnés par le tribunal international de La Haye, les accueillir même en leur offrant le droit d'asile. Voilà, ces mêmes gens qui vont à contre-courant de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la notoriété qu'a leur pays en matière de droit et d'égalité, eh bien, ces gens-là, des fois, je me dis, mais comment se fait-il que des gens ou des femmes pareilles défendent des choses pareilles, vont à contre-courant? Et je me suis dit, peut-être que comme Edgar Hoover, certaines personnes, certains réseaux auraient peut-être des vidéos, peut-être des photos sur ces gens-là, et ils les feraient chanter. Et donc, ils leur feraient faire ce qu'ils veulent un peu. Alors, je pense aussi à certaines républiques, certains royaumes aussi, ou des roitelets, ou des pseudo-monarchies, qui aussi prennent des positions contre les musulmans, ne protègent pas les pays victimes de crimes contre l'humanité, et même collaborent avec les pires ennemis de ces musulmans persécutés. Ces monarchies-là, il y en a quelques-unes effectivement, je me demande aussi si, tout comme Edgar Hoover, elles ne sont pas victimes, les malheureuses victimes aussi d'un affreux chantage où des réseaux, des services secrets auraient des photos compromettantes ou des vidéos les concernant, à leur dire voilà, on va faire un peu ce qu'on veut chez toi, tu vas faire ce qu'on te dit de faire et tu vas l'écraser, surtout tu vas contresigner en bas, sinon on risque de, voilà, ton siège de roi, ton trône, ta présidence risque de sauter très très vite. Je me suis posé toutes ces questions-là. Bon, après, tout ça est-il vrai ou pas? Alors, pour parler de ces deux trissotins, de ces deux Gugus,
de ces deux pseudo-écrivains qui crachent dans la soupe contre les musulmans, contre l'Algérie pour certains, les deux d'ailleurs crachent dans le pays, notamment Kamel Daoud qui a obtenu un prix Goncourt en disant que tout ça était romancé et inventé. Eh bien il s'avère que la vérité finalement est quand même remontée à la surface. Non, c'est un mythomane, c'est un menteur, c'est un plagiat, ce Kamel Daoud qui prétend défendre la femme et qui dit que les pays musulmans sont des intégristes, qu'ils sont violents, qu'ils sont arriérés. Son collègue, c'est la réponse de la bergère au berger, comment s'appelle-t-il déjà, Sansal, Boualem Sansal, qui lui aussi, enfin, dit à peu près les mêmes choses, des mensonges mais à longueur de texte, très mal écrits, hein, c'est pas les écrivains, ce sont juste des dactylos, des stélodactylos en fait, ou des gens qui vont voir des infos sur Wikipédia et qui après viennent la ramener. D'ailleurs pour les deux écrivains, je vous conseille un vrai écrivain, c'est Rachid Boujedra, qui les a littéralement détruits dans 2 livres où il les met face à leurs contradictions et leurs mensonges. Et Rachid Boujedra n'a pas besoin de voler la vie d'une femme pour la raconter et la jeter en pâture aux gens comme l'a fait Kamel Daoud qui a été chercher la vie d'une femme qui a été victime de l'intégrisme en Algérie. Il a déversé littéralement sa vie. La vie de cette femme est point par point dans le livre de Kamel Daoud, Houri, et il dit qu'il a inventé. Or, nous avons la preuve que la femme de Kamel Daoud, la deuxième, puisque la première il l'avait tabassée et menacée avec une arme blanche, hein, Kamel Daoud, oui, il avait tabassé sa femme en rang, menacée avec une arme blanche, et bien que la deuxième épouse, qui est psychologue ou psychiatre, est allée voler, semble-t-il, le dossier de cette malade, l'a confié à Kamel Daoud, qui a laissé croire à une invention pure et simple de son imagination, alors qu'il a littéralement volé et violé la vie de cette femme et jeté en pâture. Voilà, on n'aime pas les vols ou les viols d'enfants ou les vols d'organes, mais voler la vie d'une femme et se faire récompenser en la mettant dans un livre, c'est pas très, très clean tout ça, c'est pas très beau. Alors si vous aimez la littérature, nous avons de grands écrivains. J'aimerais vous rappeler un livre peut-être aussi que vous pourriez aimer qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est Rachida Brakni, qui est la compagne d'Éric Cantona, le footballeur, qui a écrit un livre qui s'appelle Kadour. Kadour, c'est le nom de son père. Et elle nous remet dans une tragédie où son père est victime pendant le Covid. Donc, il est question de confinement. Il est question aussi d'Algérie où personne ne peut aller le voir, le rencontrer, etc. Enfin, tous les drames autour du Covid et des supercheries, entre parenthèses, supposées autour du Covid et les drames que ça a occasionné et tous les sous-tables, etc. Enfin, voilà. Les réseaux sont pleins de révélations en ce qui concerne l'argent, le détournement et les sous touchés par les différents fabricants de vaccins. Alors, en ce qui concerne nos deux tourtereaux, hein, Dupont et Dupont, les deux islamophobes, les deux racistes que sont Kamel Daoud et sa copine ou son ami, l'autre Boualem Sansal, qui ont une haine des Arabes ou une haine de l'islam, des Maghrébins, c'est invraisemblable. On ne comprend pas d'où ça vient. Est-ce qu'ils ont une frustration? Est-ce que cette haine vient de leur manque de talent, de leur manque de reconnaissance? Mais ce sont de beaux et loyaux collaborateurs du système. Hein. Alors on leur offre des tables partout pour discuter. Ce qui est curieux, c'est que ces hommes-là n'ont jamais pris fait et cause pour les affaires qui touchent les Français. Voilà, ou la communauté franco-maghrébine dont ils sont issus, jamais parlé du racisme, jamais parlé, ces deux Gugus, des crimes racistes dont certains jeunes ont été victimes, jamais un mot là-dessus, ni de la violence faite aux femmes, et Kamel Daoud serait mal placé puisqu'il a frappé sa femme aussi, et puis en même temps, ces violences faites aux femmes en France ne sont pas l'attribut des Français de seconde zone, si j'ose dire, des Français d'origine immigrée. La violence faite aux femmes vient de partout. Et jamais on entend ces gens parler de ça. Pas un mot sur les gilets jaunes, pas un mot sur la crise économique, pas un mot sur la pauvreté en France, uniquement tourné contre l'islam, les musulmans, l'Algérie, le Maghreb, etc., etc. Très curieux quand même l'orientation de ces deux lascars, mais bon, il faut de tout pour faire un monde, et le pire, eh bien, a besoin de 2 pitres, et ils sont effectivement des pitres qui, pour certains d'entre eux, ont été chapitrés, pour l'un est en train de régler des comptes ou de se demander des comptes par les autorités algériennes qui ont été largement salies par les propos de cet homme qui se pensait peut-être au-dessus des lois, au-dessus du monde, un intouchable par le fait qu'il ait des fréquentations un peu partout et qu'il soit l'habit du CRIF, un petit peu une espèce de... En fait, ces deux Gugus sont un petit peu à l'écriture ce que Chalgoumi est à l'islam. Voilà.
deux histrions, deux rigolos du système, dont le système a besoin effectivement pour les mettre en avant. Vous connaissez à peu près la chanson, chers amis auditeurs. Si vous aimez la littérature, alors je vous parlais de Rachid Abrakni, et vous renvoyez peut-être à l'Égyptien, Al Aswani, qui lui, tous ses livres sont extraordinaires. Tous ses livres sont extraordinaires, surtout lorsqu'il écrit sur la dictature qui sévit aujourd'hui en Égypte et qui explique un petit peu pourquoi les frontières de Rafah sont fermées et que le régime du maréchal Sissi s'écrase totalement devant les crimes commis à sa porte. Al Fassi explique ça très très bien par un livre qui s'appelle Et j'ai couru vers le fleuve, qui devait s'appeler République au départ, mais bon, pour des raisons, voilà. Et alors, il y a aussi un livre pour remonter